Bienvenue dans le débat, il est consacré à la guerre en Ukraine, au lendemain d'un coup de fil d'1 heure et demie entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Trump qui affirme sur son réseau Social Truth que la Russie et les États-Unis vont commencer immédiatement à négocier en vue de mettre fin au conflit. Lors de leur échange, le président russe l'a invité à venir en Russie. Trump a également eu un court échange avec Zelensky, le président ukrainien qui participera à partir de demain à la conférence sur la sécurité de Munich avec J.D. Vance, le vice-président américain. Le ministre allemand de la Défense juge regrettable, je cite, que Trump ait fait des concessions à Poutine avant les négociations. Tout accord de paix sur l'Ukraine négocié dans le dos des Ukrainiens et des Européens est voué à l'échec, a martelé à Bruxelles la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas. Zelensky veut s'entendre d'ailleurs, dit-il, à Washington, avec Washington, sur un plan pour arrêter Poutine avant toute négociation avec Moscou. Alors quelles sont les intentions de Trump et de Poutine sur les négociations en Ukraine? Quelle est la place de Zelensky dans cette négociation et quid des Européens? Que va-t-il se passer à Munich demain? Quelles pourraient être les garanties de sécurité de l'Ukraine? Et quelle architecture de sécurité pour l'Europe? Trump-Poutine, la paix sans l'Ukraine? C'est la question que nous avons posée à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jacques Rupnik. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le débat. Vous êtes historien et directeur de recherche émérite à Sciences Po, spécialiste de l'Europe centrale. En face de vous, Jean-Maurice Ripper. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes ancien ambassadeur de France en Russie, auteur de Diplomatie de combat. C'est préfacé par François Hollande et c'est sorti aux éditions Presse de la Cité. Virginie Pironon, bonsoir. Bonsoir. Reporter à la rédaction internationale de Radio France. Vous étiez envoyée spéciale à Kiev de nombreuses fois pour les antennes de Radio France. Merci d'être là. Et puis en face de vous, Patrick Dutartre, bonsoir. Ancien pilote de chasse et ancien général de l'armée de l'air. Merci d'être là également. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose de faire un point en images avec Étienne Paponneau. Le secrétaire d'État américain à la Défense, aux côtés du secrétaire général de l'OTAN. Une image d'unité au siège de l'organisation transatlantique, quelques heures seulement après que Donald Trump a lancé unilatéralement des négociations de paix en Ukraine avec Vladimir Poutine et brisé l'unité des alliés. L'envoyé de Washington s'en défend pourtant. Il n'y a pas de trahison. Il y a la reconnaissance que le monde entier et les États-Unis sont investis dans la paix, une paix négociée. Alors que Donald Trump semble déterminé à régler au plus vite le dossier ukrainien, le secrétaire général de l'OTAN insiste sur la nécessaire durabilité d'un potentiel accord de paix. Il est essentiel que le résultat de ces pourparlers soit durable. Il ne faut pas que Poutine essaie à nouveau de s'emparer du moindre kilomètre carré de l'Ukraine. Mais les Européens sont loin d'être rassurés. Berlin, Paris, Londres et d'autres sur le continent insistent sur la nécessité d'inclure l'Europe et l'Ukraine à la table des négociations. Un message relayé ce jeudi matin par le chef de la diplomatie ukrainienne dans une interview au journal Le Monde. Rien ne doit être discuté sur l'Ukraine sans l'Ukraine, rien ne doit être discuté sur l'Europe sans l'Europe. L'Allemagne, deuxième plus important contributeur d'aide militaire à l'Ukraine après les États-Unis, se montre très critique envers la méthode Trump. Dans son viseur notamment, les concessions déjà cédées au Kremlin, comme l'exclusion du retour aux frontières d'avant 2014, sans contrepartie. Il aurait été préférable d'évoquer les options de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ou encore des pertes de parties de son territoire à la table des négociations, plutôt que de les exclure avant même de commencer à négocier. La prochaine étape importante des négociations aura lieu dès demain à Munich. Le chef d'État ukrainien y rencontrera le vice-président et le secrétaire d'État américain. Voilà pour le résumé, Jean-Maurice Ripper. Est-ce qu'on est dans une accélération de ces négociations? Est-ce que cette conversation entre Trump et Poutine est une sorte de tournant? Écoutez, je vais faire un mauvais jeu de mots. On est dans une tromperie généralisée. Nous savions que Vladimir Poutine n'avait qu'un rêve, c'était de revenir au temps de la guerre froide, à l'époque où Washington et Moscou décidaient du sort du monde et de chacun des peuples. Nous n'étions pas encore très sûrs que M. Trump avait la même vision du monde, mais apparemment c'est le cas. Il fait aussi peu cas du peuple ukrainien qu'il fait cas du peuple canadien, des Groenlandais, des Panaméens ou des Européens. Donc ils trompent qui, là? Les Ukrainiens,
Il y a une trahison. Il trompe d'abord l'opinion publique américaine en faisant croire qu'on fait la paix comme ça en 30 secondes. Par ailleurs, évidemment, ce qu'il dit est totalement inacceptable. En réalité, ce qu'il propose, c'est une capitulation de l'Ukraine. Il a même mentionné, ce que ne dit pas le reportage, le fait qu'il fallait des élections, c'est-à-dire qu'il tend la perche à Poutine pour dire il faut que Zelensky s'en aille. Ce qui est quand même tout à fait inouï, alors qu'il annonce qu'il va y avoir des négociations. Donc c'est une tromperie. Aucune négociation ne pourra avoir lieu sur ces bases. Vous êtes d'accord, général? Donc, capitulation de l'Ukraine, c'est ce que demande finalement Donald Trump? Je ne sais pas si c'est une tromperie, mais en tout cas, c'est du Trump totalement dans le texte. C'est-à-dire que moi, j'ai aucune surprise à ce qui se passe. Il avait prévu de faire ça, en fait, de discuter. C'est une reconnaissance pour Poutine presque inespérée. Ça c'est malheureusement un fait. Parce qu'il va l'asseoir à la table, une sorte absolument, de duo. Il est reconnu. C'est ce qu'il voulait, en fait, de toute manière. Poutine discuter avec le président Trump. Cela dit, je pense quand même que malheureusement, il faut passer par là. C'est-à-dire que Poutine et Trump doivent se parler. C'est vrai qu'ils se respectent au-delà de ce que nous, on respecte le président Poutine après ce qu'il a fait. Il y a un vrai respect mutuel entre les deux. C'est comme ça. Les deux, je dirais même, s'apprécient. Mais cela dit, il va y avoir maintenant des pourparlers. Et rien ne se fera de toute manière sans les Ukrainiens, parce qu'il faut quand même que les Ukrainiens aient leur mot à dire. Et les Européens, de toute manière, on va en parler tout à l'heure, la seule garantie de paix qui peut être amenée, elle peut être amenée par les Européens. Oui, un peu forcée par les États-Unis, mais on va y revenir. Un mot, quid de Zelensky tout de même, Jacques Rupnik, vous qui êtes en plus un spécialiste de l'Europe de l'Est, on sent bien que les Européens à l'Est sont un peu plus inquiets d'ailleurs que les autres. Bien entendu, parce que Zelensky a été le porteur du combat ukrainien pour l'indépendance, pour la souveraineté. Et les Russes Poutine qui pensait qu'en 3 jours, ça serait réglé il y a 3 ans, on est 3 ans après et Zelensky est toujours là et c'est lui qui a incarné ce combat. Donc c'est une figure, il va s'exprimer demain. Je pense que ce sera une intervention importante. Et puis, il y aura toutes les... Mais il a été squeezé, là, non? Ah oui, absolument. Là, quand même, les deux grands, pour employer des formules d'antan, se sont entendus par-dessus la tête. Mais c'est quand même la première fois que l'Amérique le dit aussi clairement, non? Parce qu'avec Biden, c'était quand même une paix toujours avec les Ukrainiens. Oui, c'était toujours avec les Ukrainiens, mais toujours sans l'OTAN. Parce qu'une des revendications des Ukrainiens, c'est... On accepte de s'asseoir à négociation pour un accord de paix, mais à condition qu'il y ait une garantie de l'OTAN. Alors ça, pour les Américains, de toute façon, il n'en était pas question pour Biden. Et là, j'ai entendu le ministre allemand qui disait « mais on a écarté l'OTAN ». Mais le ministre allemand, jamais n'aurait envisagé l'Ukraine dans l'OTAN comme préalable à des négociations. Parce que ça voulait dire, à ce moment-là, que, bien entendu, les États-Unis étaient directement impliqués s'il y avait un conflit. Bien sûr, donc ça, c'était hors de question. Ce que Trump fait, c'est de dire « écoutez, ce conflit est un conflit secondaire par rapport à nos préoccupation. C'est un conflit européen et c'est aux Européens de le gérer. Moi, je fais avec Poutine ce qui est nécessaire pour obtenir un cessez-le-feu. Ce n'est pas un accord de paix, pour obtenir un cessez-le-feu. Ensuite, aux Européens, en quelque sorte, de mettre en œuvre ce cessez-le-feu. Et pas question d'OTAN, pas question que les États-Unis déboursent de l'argent, comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant. Ils ont d'autres priorités. Là, pour les États-Unis, la relation avec la Chine est bien plus importante, et pour ne mentionner que cela. Virginie Pironon, vous qui êtes allée en Ukraine nombre de fois, on se met quand même à la place des Ukrainiens, là. Là, déjà, Volodymyr Zelensky, il s'exprimera donc demain à la conférence sur la sécurité à Munich, mais il a parlé très brièvement cet après-midi. Il faisait un déplacement dans le centre de l'Ukraine autour de l'énergie. Et on l'a vu en partie sur les images que vous avez diffusées tout à l'heure, il a quand même la mine des jours sombres. On voit que pour lui, c'est extrêmement difficile. Il s'est fait, là, complètement exclure de ces négociations entre Trump et Poutine qui devraient avoir lieu. Et il l'a dit en des mots assez feutrés. Il a dit, oui, bon, c'est pas très agréable quand même. J'ai des discussions régulières avec Donald Trump. Il l'avait vu à Paris, rappelez-vous, lors de l'inauguration de Notre-Dame. Il a dit avoir eu 3 conversations téléphoniques avec lui. Et là, Trump a d'abord appelé Poutine hier pendant 1h30 et n'a appelé qu'ensuite Volodymyr Zelensky. Et Volodymyr Zelensky a rajouté une chose ce soir. Il a dit qu'il pourrait être prêt éventuellement à discuter avec les Russes, mais qu'il faudrait d'abord qu'il y ait un plan pour arrêter la guerre en Ukraine. Et puis de discuter probablement avec Donald Trump. Oui. Je m'adresse aux diplomates que vous êtes ancien ambassadeur sur est-ce que
Vladimir Poutine aujourd'hui est en position de force dans cette négociation? Oui et non. Tout le monde, si nous continuons à répéter que ce que vient de faire Trump est extraordinaire, alors... Non, mais moi je m'adresse aux diplomates. Non, moi je ne le crois pas. Il ne l'est ni plus ni moins qu'hier. Il faut quand même, encore une fois, rappeler qu'entre 2014 et l'offensive, Jacques Rupnik le rappelait tout à l'heure, souvenez-vous, ils étaient à 200 km de Kiev. Ça devait durer 3 jours. 3 ans après... Quelle est la différence de territoire que les Russes ont grignoté, excusez-moi, depuis 2014 ? C'est de la poussière. Les Russes n'ont pas gagné la guerre, les Russes ne gagneront pas la guerre. Poutine tend une perche. Et pardon, il y a un élément important que je trouve et qui n'a pas été dit. Il me semble que Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine, a dit « Oh là là, mais ça va être très long. Tout ça, ça peut prendre des semaines, voire des mois. » C'est-à-dire que Poutine se moque publiquement de Donald Trump. Oui, donc ceux qui croient que parce que Trump l'a dit, Poutine va céder, se trompent comme il se trompe depuis 3 ans sur ce que veut Vladimir Poutine. Vladimir Poutine ne veut pas la paix en Ukraine, il veut une capitulation de l'Ukraine. Quelles sont ses intentions ? Il veut un démantèlement de l'OTAN et il veut un démantèlement de l'Union européenne. Tant qu'il ne l'aura pas obtenu, alors effectivement, je suis d'accord avec Jacques Rupnik, le très mauvais signal, de mon point de vue évidemment, qu'envoie Donald Trump, c'est en gros, les Européens ne m'intéressent pas, faites-en ce que vous voulez. Souvenez-vous, pendant la campagne, il avait dit, s'il y a des membres de l'OTAN qui ne payent pas des cotisations supérieures et qui ne dépensent pas plus pour leur défense, eh bien que les Russes les envahissent. C'est tout à fait extraordinaire quand même. Donc ne prenons pas trop au sérieux des rodomondades de quelqu'un qui ne fera pas la paix tout seul. Il n'y aura pas de paix sans les Ukrainiens en Ukraine et il n'y aura pas de sécurité en Europe sans les Européens. Général, et sur la Russie justement, dans ses intentions, les intentions de Vladimir Poutine, vous pensez, comme monsieur l'ambassadeur, que finalement Poutine ne veut pas arrêter cette guerre ? Alors, sur la finalité, pas loin que ce que dit monsieur l'ambassadeur. En fait, je pense que il veut quand même que l'hostilité s'arrête, mais il veut ces 4 oblasts. Ça, à mon avis. Par contre, sur le plan stratégique, il a tout perdu. Sur le plan stratégique, il a tout perdu. Il voulait le démantèlement, ou un affaiblissement de l'OTAN. C'est exactement le contraire. L'OTAN n'a jamais été si forte en nombre. Elle a quand même récupéré la Finlande et la Suède, qui avaient 50 ans, ou plus de 50 ans, ou 80 ans bientôt, on a l'impression qu'elle est un peu affaiblie, l'OTAN, avec l'arrivée de Donald Trump et les propos de Hegseth. Non, pas tant que ça, parce qu'il y a une chose qui est importante dans toutes les déclarations, c'est que personne, au niveau des responsables américains, n'a tiré sur l'OTAN. Non, ils sont et l'OTAN, est aux frontières de la Russie, avec la Finlande. Ce qui était contraire de l'objectif de Vladimir Poutine. Exactement, il a obtenu l'inverse, c'est exactement ça. 1200 km de frontières directes avec l'OTAN. Et ça, c'est extraordinaire. Et les Finlandais, ne sous-estimons jamais les Finlandais. Hein. Mais il n'y a pas un affaiblissement du soutien de l'Amérique aujourd'hui à l'OTAN avec les propos de Hegseth. On va l'écouter, le chef il y a une exigence que les Européens prennent leur destin en main. Et vous savez, dans l'absolu, c'est pas totalement une mauvaise chose. Il serait temps que l'Europe soit son autonomie stratégique. Mais il demande vraiment une prise en charge très importante de l'Europe, de sa propre défense européenne. On va l'écouter, le chef du Pentagone américain. C'était aujourd'hui justement à Bruxelles lors de ce fameux sommet de l'OTAN. Après la Seconde Guerre mondiale, le général, puis le président Eisenhower, a été l'un des plus fervents défenseurs de l'OTAN. Et il croyait en une relation forte avec l'Europe. Toutefois, à la fin de sa présidence, il s'inquiétait lui-même du fait que l'Europe n'assumait pas suffisamment sa propre défense, au point de faire de l'oncle Sam, selon les termes d'Eisenhower, un pigeon. Alors ne vous y trompez pas, le président Trump ne permettra à personne de transformer l'oncle Sam en oncle pigeon. Bon, ça, ce n'est pas un désengagement des Américains à l'égard de l'OTAN, franchement. Oui, d'abord, c'est un rappel que, effectivement, c'est les États-Unis qui ont assuré la sécurité des Européens pendant tout l'après-guerre. Et en ce sens-là, effectivement, une page est tournée. C'est pas seulement l'après-guerre froide qui est terminée. Je pense une page dans les relations transatlantiques est en train de se tourner. C'est-à-dire, c'est l'Europe sans l'Amérique, quand même, c'est cette page-là qu'on va aborder. Pas sans l'Amérique, mais moi, je vois, par exemple, les réactions en Europe centrale. Ce sont les pays qui ont misé tout sur la relation avec l'Amérique. Ils n'ont jamais suivi le président français sur l'autonomie stratégique et ces questions-là. Ils ont vu ça toujours avec un certain recul. Là, ce qui est en train de se passer, ils sont en train de comprendre qu'il y a un président américain qui est en train de
lâcher l'Ukraine et qui se désengage par rapport à l'OTAN. Quelle est la crédibilité maintenant de la garantie de sécurité américaine quand on voit que c'est au cas par cas, en quelque sorte. Et à ce moment-là, je pense que même ceux en Europe centrale qui étaient très réticents à cette idée d'autonomie stratégique, appelons-la comme on voudra, bon, c'est l'idée d'un pôle européen au sein de l'OTAN, pas ailleurs, pas... au sein de l'OTAN, mais un pôle européen. Et je crois que ça, c'est la première... Vous trouvez que ça change du côté des pays de l'Est, de l'Europe là-dessus? Écoutez, qui était très atlantiste, regardez, tous ces pays. les Polonais ont été les premiers à tirer la leçon du Trumpisme, avant même de la rencontre avec Poutine. Les discours de Tusk ces derniers temps, le discours qu'il a fait au Parlement européen, étaient tous sur le fait qu'il faut une sécurité européenne. Nous devons nous prendre en charge. Il faut des sanctions. Il faut un investissement massif dans notre sécurité. Il dit ça en tant que Polonais, il le fait, mais il le dit à l'ensemble des Européens. Donc là, il y a un tournant. Évidemment, les Européens de l'Est sont divisés. Ils ne sont pas tous sur cette ligne. Vous avez les deux lignes, en gros. Vous avez les Trumpistes, ceux qui trouvent que ce que vient de dire Trump, oui, ça leur convient, Orban, Fico et tous les autres qui disent « oui, cette guerre n'a que trop duré ». Ce sont des Trumpistes sur le plan politique. La démocratie illibérale, ils la pratiquent déjà, avant Trump en quelque sorte. Et par rapport à la Russie, ils sont beaucoup plus accommodants. Donc ce que vient de faire Trump avec Poutine, ça les arrange. Et ils disent « voilà, nous allons dans le sens de l'histoire ». Ils étaient réunis à Madrid le week-end dernier et on a eu là les Trumpistes européens. Et il y a l'autre camp, dirigé en ce moment, je dirais, par la Pologne, avec les balles. La Pologne. La Pologne, le président, le Premier ministre polonais certainement. Et on peut espérer, évidemment, que le groupe de Weimar, avec l'Allemagne, avec la France, pourrait fournir une sorte d'ossature, une réponse au groupe des Trumpistes. En quelque sorte, Trump, avec Poutine, ont divisé les Européens. Et là, on verra quelle est véritablement l'issue de ce débat-là. On va y revenir. Juste rajouter un point. Il est extrêmement important dans ce contexte, et je souscris totalement à ce qui vient d'être dit, de raccrocher, si vous me passez l'expression, le Royaume-Uni à cet ensemble. Parce qu'évidemment, sur le plan de la défense, une défense européenne sans le Royaume-Uni, ça n'existe pas. Donc séparer Serait-il prêt à le faire? Je le crois. Je le crois. Et dans le soutien à l'Ukraine, les Britanniques ont été parmi les premiers à soutenir massivement l'Ukraine. Donc je crois que ce bloc, avec la Pologne, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et d'autres, parce qu'il ne faut pas oublier tous les autres, les États baltes, la Finlande qui quand même a fait la guerre, qui a été occupée par les Russes quand même, il ne faut pas l'oublier. Donc moi je crois qu'en effet c'est là le cœur. Et un point important qu'a soulevé Jacques Rupnik, moi je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire un pôle européen de défense dans l'OTAN, mais un pôle européen de défense adossé à l'OTAN. Où il ne s'agit pas d'être concurrent avec l'OTAN ou de remplacer l'OTAN, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Le général n'a pas l'air d'accord. Si, vous êtes d'accord. Pouvoir européen dans l'OTAN. Parce que les Américains n'en veulent plus, mais ils ne le lâcheront pas non plus. Alors, on va revenir justement sur cette nouvelle sécurité, architecture possible de la sécurité en Europe. Avant ça, une question tout de même, Virginie, sur ce que Trump, qui évoque donc quand même une rencontre avec Vladimir Poutine en Arabie Saoudite. Alors ça aussi, c'est quand même assez curieux, vu ses déclarations à Gaza. Un commentaire là-dessus? Si ça se tient en Arabie Saoudite ou pas, ou ailleurs. Les deux se sont lancés une invitation mutuelle. Donald Trump à Moscou, l'image serait étonnante. Vladimir Poutine aux États-Unis, bon, ça reste à voir. Il a quand même un mandat d'arrêt international qui lui pend au nez, n'est-ce pas? Donc on verra. Effectivement, l'Arabie Saoudite est un allié de Donald Trump. Donc éventuellement, ils peuvent comme ça servir d'intermédiaire. On verra bien si ça a lieu ou pas. Alors, que va-t-il se passer à Munich demain? Il va y avoir une rencontre entre J.D. Vance, donc le vice-président américain, avec Volodymyr Zelensky. On va parler bien sûr de sécurité en Europe. Elle sert à ça, cette conférence, à la base. Et on va écouter Volodymyr Zelensky. Une réunion entre l'Ukraine et les États-Unis est notre priorité. Ce n'est qu'après, lorsqu'il y aura un plan sur la façon d'arrêter Poutine, qu'il sera possible de parler avec les Russes. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est que tout ne se déroule pas selon le plan de Poutine. Il veut tout faire pour avoir des discussions bilatérales avec les États-Unis d'Amérique. Je le dis très clairement à nos partenaires, nous n'accepterons aucune négociation sur l'Ukraine sans notre présence. Il a le mérite d'être clair, monsieur l'ambassadeur. Donc demain, il va voir J.D. Vance, Volodymyr Zelensky.
il ne lâche pas. Pour l'instant, il veut continuer à négocier avec les États-Unis. Alors, on parle de négocier peut-être autour des terres rares qui seraient présentes en Ukraine, côté transactionnel de Donald Trump. Qu'est-ce qu'il a dans sa besace, si je puis dire, Volodymyr Zelensky ? Là, vous m'en demandez beaucoup. Je pense que ça dépend aussi de l'état de l'opinion publique ukrainienne. Il ne faut pas non plus sous-estimer probablement la lassitude de la population qui vit dans des conditions terribles. Et là, les Européens, de nouveau, sont face à leurs responsabilités. Même si on a payé beaucoup plus que ce que les gens disent, il est clair que la population probablement veut une forme de paix. Il n'y a plus beaucoup d'Ukrainiens, si j'ose dire, dans le Donbass. De toute façon, le nettoyage ethnique a eu lieu. Ils sont presque tous partis. Donc il reste des Ukrainiens russophones ou pro-russes, je ne sais pas comment il faut le dire. Donc vous dites qu'il serait prêt à renoncer au Donbass éventuellement ? J'ai dit qu'il y aura probablement des pressions intérieures. Les Américains, on va voir la diplomatie transactionnelle. Entre ce que dit Trump et la réalité, est-ce que Trump sera prêt à de nouveau agresser Poutine contre des contrats de terres rares et d'afficher ça internationalement? J'en suis pas totalement convaincu. Mais on va voir, je ne sais pas ce que je pense que le président Zelensky est très inquiet. C'est pour ça qu'il faut absolument que demain à Munich, les Européens se réveillent et s'unifient dans une réaction. Parce que dans les pays de l'ancienne Europe centrale et orientale, comme on disait autrefois, y compris chez ceux qui ont des tentations trumpistes, les rapports avec la Russie, c'était plutôt pour ne pas avoir de problème avec les Russes. Ça ne veut pas dire qu'ils soutiennent Moscou. Chaque fois qu'il a fallu voter des sanctions, finalement, Budapest a voté les sanctions. Et Bratislava aussi. Donc il faut faire attention. Les Russes ne sont pas en terrain conquis. Et avec ce qui s'est passé en Roumanie, les élections qui ont été frauduleusement truquées, qui ont d'ailleurs été annulées, je pense que c'est pas si simple. Pardon, dernier point qui me paraît quand même important, il faut quand même s'interroger sur les relations entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Bah oui, mais justement, c'est la question que je posais. Non, je veux dire par là, que s'est-il passé dans le passé entre Donald Trump et vous parlez de l'agent russe que pourrait être Donald Trump. Je dis qu'il y a quand même un vrai sujet. Yes. Oui. Un vrai sujet. C'est-à-dire oui, qu'il devrait des choses aux Russes. Non, c'est parce que... Jean-Maurice Ripert. Mais non, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a certainement... Vous dites ce sont des hommes qui s'apprécient. J'aimerais bien qu'on sache pourquoi. Et Tulsi Gabbard, d'ailleurs, qui a été confirmé... Est-ce que Donald Trump soutient la politique d'extermination des opposants par Vladimir Poutine? Est-ce que Donald Trump soutient l'enlèvement d'enfants ukrainiens donnés à des familles en Sibérie, etc., etc. Il faut quand même aussi l'interpeller, pas se contenter de répéter ce qu'il dit lui-même. Pourquoi est-il à ce point sensible aux arguments de Vladimir Poutine? Et vous avez une réponse? Non. Parce que Tulsi Gabbard, en tout cas, a été confirmé. Ah oui, Jacques Rupnik. Je crois qu'il y a un certain nombre d'indices. Le rapport des deux hommes forts. Ce que Trump apprécie chez Poutine, et sans doute vice-versa, c'est le pouvoir fort. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls. La prolifération de régimes autoritaires et de leaders autoritaires. Regardez Erdogan, regardez Netanyahou, il y en a tous. Bolsonaro, quand il était au pouvoir. Il y a cette montée en puissance. Mais qui domine l'autre? Parce qu'il y en a toujours un qui veut dominer l'autre. Là, nous verrons qui domine l'autre. Ce qui est important, donc, c'est la fascination pour le pouvoir fort. Deuxièmement, pour les rapports de force et le raisonnement en termes de sphère d'influence. Moi, je veux ceci. L'Amérique a sa sphère d'influence. Ce que vient d'énoncer Trump, c'est une sphère d'influence américaine. Le golfe du Mexique va être rebaptisé. Le Panama va être ramené dans l'orbite américaine, etc. Donc, il y a l'idée qu'il y a des sphères d'influence. Et ce que je crois propose Trump pour la question ukrainienne, c'est pas la paix. Il n'a aucune idée parce que derrière le message américain traditionnel, il y avait l'influence, mais il y avait aussi l'idée de la démocratie et des droits de l'homme. Nous sommes les porteurs de certains idéaux et c'était ça le fondement de ça, c'était Biden. Atlantique. Ça paraît déjà c'était loin. Biden, ça paraît très loin. Là, tout ça est oublié. Donc quand monsieur l'ambassadeur dit « oui, mais les enfants qui ont été, etc. » « oui, mais les droits de l'homme qui sont... » Ça, pour Trump, c'est quantité négligeable. Lui, ce qui l'intéresse, c'est pas la paix en Ukraine, c'est un cessez-le-feu. Ce qui veut, et que ce cessez-le-feu
sur la ligne de front actuelle soit garantie par les Européens. Il n'y aura même pas de soldats américains, pas d'investissement américain. C'est aux Européens de prendre la relève. Et c'est ça qui va être compliqué, général. Les frontières, donc le chef du Pentagone considère comme irréaliste, je le cite, de revenir aux frontières ukrainiennes pré-2014. Donc pas la Crimée, pas les 4 oblasts en fait, qui sont occupés en ce moment. Une partie donc du Donbass. Qui sont occupés par Poutine. Ça serait ça, la sphère d'influence. Et quoi, il y aurait une sorte de cessez-le-feu avec une frontière redéfinie sans ces oblasts. Alors, pour être concret. Extrêmement maladroit de le dire d'entrée. C'est-à-dire de dire, excusez, il n'est pas question de l'OTAN, il n'est pas question de la Crimée, il n'est pas question de récupérer les terres. Déjà, c'est extrêmement maladroit. Les frontières de 2014, c'est vraiment, il l'a dit textuellement. On l'achète tout avant d'avoir négocié. Mais c'est exactement ça qui dépite complètement Zelensky, parce que du coup, ça donne très très peu de marge de manœuvre. Oui, on est obligé de constater de façon relativement objective qu'il va y avoir un cessez-le-feu à peu près sur la ligne de front, peut-être quelques échanges et puis une stabilisation. Trump, lui, veut un cessez-le-feu. Là, je cautionne totalement ce que vous dites. Et Poutine, lui, il veut un cessez-le-feu, oui, mais en fait un plan de paix qui lui corresponde complètement. Et donc, c'est quoi son plan de paix? Mais son plan de paix, c'est le maximum. Non, c'est pas des sphères d'influence, c'est les 4 oblasts dans un premier temps, et après de se débrouiller pour que Zelensky quitte la scène et voir comment il peut grignoter encore d'autres choses. Mais justement, qu'est-ce qui pourrait garantir que Vladimir Poutine ne recommence pas ou n'aille pas plus loin après un cessez-le-feu ou n'attaque pas un autre pays? La seule chose qui peut garantir, c'est les Européens qui soient sur place, l'OTAN de toute manière en surveillance et qui soit absolument intransigeante sur ce qui va se passer et un renforcement des capacités militaires de l'Europe. Il n'y a que ça, si vous voulez. On ne va pas donner des moyens nucléaires de dissuasion demain aux Ukrainiens. Si l'OTAN n'est pas installée en Ukraine, c'est l'Europe qui doit faire tampon dans un premier temps. Et l'OTAN, a priori, l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN. Même Biden ne le souhaitait pas. Donc, a priori, ce n'est pas l'OTAN. L'Ukraine ne sera pas dans l'OTAN. On va écouter Kaja Kallas, qui est donc la chef de la diplomatie européenne. Elle a pris la parole. Il est nécessaire que l'Europe et l'Ukraine mettent aussi en œuvre un accord. Sans nous à la table, vous pouvez vous mettre d'accord sur n'importe quoi, mais cela échouera tout simplement, parce qu'il n'y aura pas de mise en œuvre. Toute solution rapide est une sale affaire, comme nous l'avons déjà vu avec les accords de Minsk, par exemple, et cela ne fonctionnera tout simplement pas. Virginie, donc l'Europe doit se réveiller. Écoutez, l'ambassadeur. Oui. Il était temps que Kaja Kallas ait des propos un peu comme ça. C'est vrai, c'est un peu la première fois qu'on l'entend déjà. Même hier soir. Oui, mais son prédécesseur, quand même, avait une position en clair. Mais on a senti hier soir il y avait une réunion à Paris, au Quai d'Orsay, qui réunissait tous les représentants des affaires étrangères des pays européens, plus les Britanniques. Et on les a sentis vraiment saisis. Tout s'est déroulé de façon concomitante. C'était au moment où Donald Trump a dit qu'il avait eu son coup de fil avec Vladimir Poutine. C'était au moment où le nouveau responsable de la Défense parlait à Bruxelles devant les membres de l'OTAN. Et on sentait tous ces Européens saisis qui avaient un petit peu du mal à se positionner. Et demain, ils vont devoir faire front commun et c'est ça le défi, qu'ils fassent front commun. Devant les États-Unis. Je voudrais revenir un instant sur le gel du front en Ukraine, pour montrer à quel point la situation a évolué. Même Volodymyr Zelensky, pour qui c'était jusque-là totalement tabou, a dit pour la première fois cette semaine qu'il était prêt à un échange avec la Russie. Donc ça veut vraiment dire quelque chose. C'est le petit territoire, en tout cas ce qu'ils ont pu prendre à la Russie dans la zone russe de Koursk, qu'il leur reste. Aujourd'hui, c'est pas grand-chose, c'est 500 km², mais ils comptent bien le monnayer. Et là, il a brisé un tabou sans dire pour autant quelle région il allait peut-être, ou s'il pensait déjà à une région qu'il allait pouvoir céder à la Russie, parce que évidemment, sur le plan intérieur, en Ukraine, c'est extrêmement délicat. Et vous le disiez tout à l'heure, effectivement, les Ukrainiens, eux, sont vent debout et ne voient pas pourquoi ils se seraient battus comme ça pendant 3 ans pour aujourd'hui tout perdre. Parce que c'est tout. Aujourd'hui, on leur offre une défaite, on offre une victoire à Vladimir Poutine. Si on lit ce qu'a dit Trump jusqu'à présent, pas d'intégration à l'OTAN, pas de retour aux frontières de 2014, c'est leur servir une victoire sur un plateau d'argent. Et Zelensky s'en va. Et Zelensky s'en va, et en plus, avec des élections. Vous le disiez, de proposer des élections, et côté américain, et côté russe. On revient quand même là, 10, 20 ans en arrière. Oui.
Et donc c'est un tournant avec un retour en arrière, en fait. Quand oui. vous disiez une nouvelle page, mais avec une sorte de retour en arrière, surtout lorsqu'on parle effectivement des frontières mouvantes comme ça en Europe. Oui, c'est quand même dangereux. Oui, c'est extrêmement dangereux parce qu'on est en train de redessiner par la force les frontières de l'Europe. Et donc ça, c'est avec toute l'histoire qui va avec. C'est gravissime pour les Ukrainiens, bien entendu, qui ont... les sacrifices qu'ont fait les Ukrainiens, les dizaines ou les centaines de milliers de morts, on n'a pas de chiffres exacts. Et donc, ils sont vraiment au bout de leur force. Et là-dessus, accepter, je crois, qu'ils n'accepteront pas un changement de frontières. Ce qu'ils peuvent accepter, je reviens à l'idée, c'est un cessez-le-feu qui serait sur la ligne que l'on vient de décrire, les 4 oblasts plus la Crimée. Donc ça sera un cessez-le-feu à la coréenne, c'est-à-dire Corée du Sud, Corée du Nord. Ce n'est pas un accord juridique, ça ne change pas juridiquement les frontières. À quelles conditions les Ukrainiens pourraient-ils accepter quelque chose qui est un traumatisme? 2 choses. Il faudrait des garanties dissuasives du côté européen. Pas de l'OTAN, mais de pays européens. Donc des accords bilatéraux avec la France. Ça sera trouvé. Et ça, le général le dira. Oui. Mais ensuite, il faut donner à l'Ukraine une perspective. Et la seule perspective que les Européens peuvent offrir à l'Ukraine dans ce moment noir de leur histoire, c'est de dire « votre avenir est en Europe ». Et donc la question de l'élargissement de l'Union européenne va être proposé par les Européens, à côté des garanties militaires qu'ils vont mettre en place. Ça sera en quelque sorte, je dirais la compensation, c'est pas le bon mot, mais vous voyez bien la perspective d'avenir à un moment très sombre de leur histoire. Pour l'Ukraine, Général, juste une réaction sur cette garantie de sécurité du côté des Européens. Est-ce que ça pourrait se traduire par des accords bilatéraux avec la France, par exemple avec l'Allemagne, l'envoi possible de troupes françaises ou allemandes, voire britanniques, sur le sol ukrainien pour protéger cette frontière, enfin, ce n'est pas une frontière, donc cette ligne, si cessez-le-feu il y avait. Par pays, enfin, moi, je ne pense pas. Un accord global ? C'est un accord global, soit au niveau européen, soit au niveau d'une coalition, si vous voulez, de pays européens qui s'engagent et qui se répartissent ce travail, comme on a pu faire dans d'autres territoires. Donc ça pourrait être un enjeu demain, par exemple ? Un peu à l'époque, comme on l'a fait, comme dans les accords de Dayton, vous voyez. Expliquez les accords de Dayton. Les accords de Dayton, c'était en ex-Yougoslavie. Vous savez, quand on a... Là, c'est un vrai succès, entre guillemets, un vrai succès de l'Occident pour arrêter un conflit dont on parlait dans toutes les écoles de guerre depuis 80 ans. Hein. On parlait de la poudrière des Balkans. Et finalement, ça a été réglé grâce à une impulsion. Mais il y avait une impulsion au niveau de l'ONU, une impulsion au niveau de l'OTAN d'ailleurs. Et il y avait tout un plan de paix qui avait été établi. Donc je l'imagine plus quelque chose comme ça, si vous voulez, qui pourrait être avec des positionnements. Si vous voulez, les Français vous occupez de tel secteur, les Allemands de tel secteur, les Polonais de tel secteur, les Finlandais par exemple. Enfin voilà, on serait parti. Et sans les Américains, parce que ça, ils l'ont bien dit. Hein, parce qu'ils l'ont demandé, mais avec quand même quelque part un backup pas très loin des Américains, même s'ils ne seront pas physiquement officiellement sur le territoire ukrainien, l'OTAN sera là, l'OTAN sera derrière de toute manière. Donc l'OTAN continuera à exister. Moi, je vois qu'une solution comme celle-là. Pardon, je pense que ce qui a été dit est important. Il faut se rappeler que dans les accords de Minsk, il y avait un cessez-le-feu et il y avait aussi une perspective politique et qui devait déboucher sur l'organisation d'élections, ce que le président Porochenko avait accepté à l'époque. Donc peut-être le président Zelensky a-t-il cela en tête. 2 choses qui me paraissent importantes. Moi, je ne parle pas de l'élargissement de l'Union européenne. Mais Minsk, c'est un processus qui a échoué. Mais il a échoué. Pourquoi ? Parce que les Russes ont continué à se battre et les Ukrainiens aussi. C'est pas donc ça prouve bien d'ailleurs. C'est prouve bien, de mon point de vue, qu'un accord de cessez-le-feu, ça n'est qu'un accord de cessez-le-feu. Malheureusement, ça ne dure pas nécessairement. Pardon, 2 points qui me paraissent importants. Moi, je ne parle pas d'élargissement de l'Union européenne qui donne le sentiment russe qu'on va grappiller des territoires. Ce sont les Ukrainiens qui ont demandé à adhérer à l'Union européenne. Oui, d'ailleurs, on n'a pas fermé la porte. C'est pas tout à fait la même chose. C'est un peuple libre qui a décidé librement. Et vous aviez raison, Jacques Rupnik, en dénonçant le retour à la doctrine Monroe de l'Amérique. On pourrait parler de la doctrine Brejnev sur l'étranger propre. La doctrine Brejnev, proche de nous. Doctrine de la souveraineté limitée. Souveraineté limitée. Et rappelez aussi que la Novorossia de Vladimir Poutine, je parle sous votre contrôle, c'est la Russie blanche. C'est la Russie, l'Ukraine et le Bélarus, enfin la Biélorussie. Bien. Donc il faut bien comprendre que c'est pour ça que pour moi, jamais Poutine ne s'arrêtera. Et 2 points qui me paraissent importants.
Pourquoi il faut que l'Europe s'engage? Parce que pour les garanties de sécurité, on ne va pas fournir une garantie de sécurité nucléaire. Ça, évidemment, l'Europe ne va pas faire cela. Donc il ne pourrait pas y avoir de parapluie nucléaire français, par exemple. Je pense que la réalité, et tout le monde le sait, et le président Macron avait vaguement évoqué cette affaire il n'y a pas si longtemps que ça sera une présence massive des pays européens sous toutes les formes, économiques, humanitaires, financières, et peut-être militaires, parce que la vraie garantie, elle est là. Ça sera un jour de dire aux Russes, si vous bombardez Kiev, vous allez tuer des Français, des Allemands, des Anglais, des Polonais. Réfléchissez bien. Donc il faut aller jusqu'au bout de la logique, parce que dire l'Europe va garantir... Alors est-ce que les Européens sont prêts à aller jusqu'au bout? Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que tôt ou tard, les Européens, et c'est d'où la sidération, c'est que les Européens viennent de comprendre qu'il y avait un point sûr dans ce que dit Trump, c'est qu'il n'y aura pas d'application de garantie de sécurité américaine, et que donc il va falloir se débrouiller tout seul. Et que donc ça veut dire qu'il va falloir y aller. Passez-moi l'expression. Il va falloir y aller. Est-ce que ça doit être rapide? Parce que cet anniversaire, c'est le 24 février, donc dans 10 jours, ça va faire 3 ans. Est-ce que les Européens devraient se donner une semaine, déjà commencer à Munich, de mettre en place une architecture, peut-être autour du triangle de Weimar? Quel leader, quoi, avec Emmanuel Macron, avec Olaf Scholz J'espère que les Européens ont commencé à réfléchir à cette situation avant que Trump n'arrive au pouvoir, parce qu'il avait déjà annoncé ce qu'il risquait de faire. Et ils ont eu 3 mois pour se préparer depuis les élections du mois de novembre. Donc les Européens, je crois qu'ils ont le temps de recevoir le message, d'y réfléchir. Ensuite, le problème aujourd'hui en Europe, nous n'avons pas de leadership européen. J'ai dit que l'Europe était divisée. Il y a une partie des Trumpistes européens. Ils sont forts aujourd'hui en Europe. Je répète, on les a vus à Madrid. Orban, mais ils étaient tous là. Il y a Geert Wilders et il y a Salvini. Il y a tout un courant. Il y a tout un courant. Ce courant, à l'Est, quoi, mais pas seulement à l'Est. Les pro-russes. Ils sont pro-russes, mais pas parce qu'ils agitent le drapeau russe, parce qu'ils considèrent que, en gros, l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre. Le plus vite on va trouver un accommodement avec la Russie, mieux ça vaudra pour tout le monde et surtout pour nous, parce que nous sommes près du front et parce que nous dépendons des fournitures énergétiques russes, etc. etc. C'est d'une grande lâcheté, bien sûr, c'est d'un cynisme total, et c'est d'autant plus étrange que ça vient de peuples qui ont subi, eux aussi... Donc eux ne feront pas front commun demain ou après-demain. Mais alors, il y a l'autre, ce que j'ai dit il y a tout à l'heure, il y a le reste de l'Europe, et là, il y a un problème de leadership, parce que la France, disons-le, en ce moment... pour des raisons de politique interne, n'a pas tout à fait le leadership. L'Allemagne est en pleine campagne électorale. Comme je l'ai dit, il reste la Pologne qui a la présidence de l'Union européenne, mais pour qu'il y ait le trio de Weimar, il faudrait que les deux autres, la France et l'Allemagne, montrent qu'ils répondent à l'appel de la Pologne. Il y a urgence, du coup, Virginie Piraudon. Exactement, c'est exactement ça le problème. C'est aujourd'hui qui pour prendre le lead en Europe. Effectivement, Emmanuel Macron est considérablement affaibli sur la scène internationale depuis la dissolution. Il y a les élections législatives en Allemagne. C'est pas non plus gagné pour eux, pour Scholz en ce moment. C'est extrêmement compliqué. Donc, et Vladimir Poutine le sait bien. Et il faut effectivement aller très vite parce qu'on le voit que les Américains avancent extrêmement vite et avec agressivité. Et en plus, il y a peut-être aussi un domaine important, c'est tout ce qui concerne l'économie. On a vu que là, l'Ukraine, pour pouvoir garder la confiance des Américains et pour que les Américains continuent à l'aider sur le plan militaire, commence à dire, effectivement, vous pourrez avoir des contrats favorables pour exploiter nos terres rares et même, là, des contrats juteux, leur a promis Zelensky, pour pouvoir reconstruire l'Ukraine. Un peu comme on a eu à Gaza. Au Donbass, si j'ai bien compris. Oui, qui se trouve en territoire sous contrôle. Assez amusant. Ça va être compliqué. Et Steve Witkoff, qui était donc un magnat de l'immobilier, qui s'occupait de Gaza, maintenant va s'occuper de l'Ukraine. Et maintenant s'occupe de l'Ukraine. Voilà, donc c'est probablement pas un hasard. Proposer de refaire de la Crimée un nouveau Eldorado floridien. Witkoff aurait proposé de racheter la Crimée. Oui. C'était un peu surprenant, non, qu'il soit nommé à ce poste, Jean-Maurice Ripper. Il y a beaucoup de nominations surprenantes, oui. Quand vous écoutez le nouveau secrétaire à la Défense, c'est un peu étrange. Vous attendez un signal fort ce week-end, du côté des Européens? Je l'espère. Je suis un peu moins pessimiste sur la faiblesse européenne. Je crois qu'il ne faut pas toujours sous-estimer l'Europe. Je crois que le wake-up call a eu lieu. Je crois beaucoup à l'apport des Britanniques qui ne céderont pas.
Ils n'ont jamais cédé dans leur histoire, ils ne céderont pas. Je pense que les Polonais, les Anglais, les Allemands, les Français, plus les membres. Vous savez, il existe quand même, en Europe, quelque chose qu'on a oublié du traité de Lisbonne, c'est la coopération structurelle renforcée sur l'Europe de la défense, où il y a déjà 9 pays, sauf qu'il n'y en a pas. L'Espagne qui fabrique de l'armement, la Suède, l'Italie. Elle est loin de l'autonomie, Jean-Maurice Ripert, encore l'Europe. Mais attendez, l'autonomie, on vient de régler le problème de l'autonomie. Quand on employait le mot autonomie, c'était par rapport aux États-Unis. Comme les Américains viennent d'annoncer qu'ils ne s'intéressaient plus à nous, on est devenu autonome. Ça y est, on a Oui, grandi, mais avec des moyens limités, il va falloir effectivement... Non, pardon, regardez les merveilles de la technologie européenne aussi dans la guerre en Ukraine. Je parle devant le général, je ne devrais peut-être pas, parce que personne n'en parle, mais enfin, les Russes n'arrivent pas à la gagner, cette guerre, quand même. Donc, arrêtons d'être totalement toujours pessimistes. Et les Baltes qui Il y a des armements américains aussi, quand même, envoyés en Ukraine. Oui, et les Baltes, mais c'est pas eux qui font tout, je peux vous dire. Les armements américains, ils font quoi? Effectivement, c'est surtout les patriotes qui font l'interception. Mais si vous voulez, ce ne sont pas eux qui maintiennent la deuxième armée du monde. Zelensky n'arrête pas de marteler que sans eux, il n'y arrivera pas. C'est pas la même chose de dire sans les Américains, il n'y arrivera pas, que de dire que sans les Américains, les Européens n'y arriveront pas. C'est pas tout à fait Merci beaucoup, Général Dutart, Virginie Pironon, Jean-Maurice Ripert, merci Jacques Rupnik, merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Vous la retrouvez sur les réseaux sociaux et en podcast. Et je vous dis à lundi.